Bonsoir à tous, en présentiel et en distanciel. Donc on commence avec quelques minutes de retard. C'est donc cette troisième séance des Jours de l'Art sur le thème Enseigner, transmettre, renouveler. Troisième séance qui reprend d'ailleurs un petit peu le titre général du cycle et qui s'intitule Enseigner, créer, expérimenter, et dans lequel on va évoquer justement les manières nouvelles d'enseigner et surtout la façon dont l'exposition en art contemporain, mais aussi dans l'Égypte ptolémaïque, je crois, on en reparlera, permet finalement un nouvel abord des connaissances. Voilà. Alors nos trois intervenants sont ici présents. Nous commencerons avec une première intervention de Daphné Guèze qui effectue actuellement une thèse en médiation culturelle à Aix-Marseille, l'université d'Aix-Marseille, liée au laboratoire LESA, donc laboratoire d'études en sciences et arts. Qui, à côté de cela, a travaillé dans la médiation culturelle pendant 8 ans, d'ailleurs continue à le faire dans différentes institutions culturelles de l'Île-de-France, ou dans l'agence qu'elle a co-créée, l'agence Matisse. Elle est à la fois membre aussi du Centre Internet et Société au CNRS, et participe au groupe de travail sur l'intelligence artificielle, l'art et créativité. Ses recherches portent sur les fondamentaux de l'expérience esthétique, et tentent de réfléchir à une nouvelle scénographie qui incorpore des aspects liés à la perception phénoménologique, sensible ou expérientielle, pas expérimentale, expérientielle, qui a pour but finalement de renouveler le rapport à l'art contemporain et renouveler aussi le principe de scénographie d'exposition. Voilà, c'est ce qu'elle aborde ce soir dans son intervention. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Ça va? Ça fonctionne? Bon. Ça, c'est la première chose à faire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Très heureuse d'être accueillie par l'ICP ce soir. Très heureuse d'être à Rouen avec vous. Ce soir, on va commencer cette intervention, donc la mienne, par l'approche de la réception. La réception et la perception dans la transmission des arts plastiques. Donc je vais vous exposer un petit peu ce sujet et ensuite, en fin d'intervention, on aura des questions groupées que vous pourrez poser à moi-même mais également aux autres intervenants. Alors, pour commencer notre propos, eh bien, enseigner ou transmettre en art, c'est toujours une histoire de regard. Vous le savez, vous êtes étudiantes et étudiants en histoire de l'art pour la plupart, donc vous devez l'expérimenter au quotidien. Un regard, donc, et vous le savez aussi bien que moi, qu'on va forger, qu'on va construire, qu'on va orienter, qu'on va soumettre à la critique, ou bien encore qu'on va contrarier. Ça arrive aussi. C'est là une vraie différence avec l'acquisition des autres savoirs. Les arts plastiques s'enseignent visuellement. La présence, ou à défaut la représentation des œuvres, est cardinale dans cet enseignement. C'est en fait ce double contact à l'œuvre épris de théorie et de matérialité qui distingue l'apprentissage des arts des autres disciplines. Alors, dans ce contexte, ce qui va nous intéresser, on va essayer d'avancer l'idée que l'enseignement des arts plastiques, il a ceci de particulier, il va proposer un va-et-vient entre les notions théoriques, ce que vous apprenez en théorie, sûrement en cours, et la perception physique qui enrichissent profondément, en fait, l'expérience éducative. Et donc, en fait, c'est ça qu'on va essayer de prouver ce soir, ensemble, c'est de montrer que la particularité des arts plastiques, de l'enseignement des arts plastiques, c'est que c'est un va-et-vient entre notions théoriques et perception physique. Voilà un peu le thème de notre sujet. Alors, la première chose, hop, on va passer la diapo. Donc la première chose que je voulais vous dire, mais vous le savez, c'est que le savoir théorique en cours d'acquisition détient une certaine prégnance, va influencer le regard physique que l'apprenant pose sur l'œuvre. Alessandro Pignocchi, qui a écrit l'œuvre d'art et ses intentions chez Odile Jacob en 2011, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette expérience esthétique qu'on a devant une œuvre, en fait, c'est qui peut survenir ou pas d'ailleurs, ça dépend des cas, eh bien, c'est le fait d'acquérir, je cite, des connaissances, par exemple, concernant l'influence des idées scientifiques et philosophiques du XVIIIe siècle sur le travail de Chardin. Et ceci va enrichir nos pensées concernant son tableau. Et immédiatement, la perception et l'appréciation que nous en avons. Nous le voyons
et la pression différemment parce que nous avons acquis des savoirs théoriques sur le XVIIIe siècle, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Les notions théoriques, elles viennent enrichir notre perception physique. Et ça, c'est le premier point, et ça paraît un peu intuitif. Mais plus important encore, c'est l'enrichissement des notions théoriques qui créerait l'esthétique même de l'objet. Alors ça, c'est plus intéressant. Le spectateur, il activerait une perception intellectualisée, et c'est cette perception intellectualisée qui donnerait des propriétés esthétiques à l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va prendre 2 exemples pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. On va essayer de prendre 2 exemples. Premier exemple qu'on va prendre, c'est une œuvre que vous connaissez peut-être, hein, qui est assez connue, qui est une œuvre de Marcel Duchamp, qui s'appelle LHOOQ, rasé, hein, en lettres, qui date de 1965 et que vous voyez ici à l'écran. Alors, c'est un exemple extrême, mais c'est vraiment un exemple qui vient illustrer ce propos. C'est-à-dire, Jacques Morisot, il va poser cet exemple, il va dire, voilà, il va traduire en fait les travaux de... C'est pas lui qui dit ça, c'est les travaux de Benz Nanné, un essayiste américain. Lui, quand il traduit ses écrits, il dit, voilà, en fait, un objet, il peut avoir des propriétés esthétiques qui vont surgir du fait de notions théoriques qui vont s'appliquer dessus. Premier exemple que vous avez ici, donc LHOOQ rasé, 1965. C'est une reproduction de la Joconde. Bon, ok, d'accord. C'est une reproduction exacte de la Joconde, en réalité. Quelles sont les propriétés esthétiques de ce tableau? Vous allez me dire, il n'y en a pas plus que la Joconde. En fait, il n'y en a ni plus ni moins. C'est une représentation de la Joconde. Mais si on éclaire notre regard avec une autre œuvre de Marcel Duchamp, celle que je vous ai mise à côté, LHOOQ 1919, qui est la version originale, eh bien on voit qu'il représente, Marcel Duchamp, une œuvre, enfin la Joconde avec une moustache. Vous connaissez peut-être cette œuvre, hein, cette œuvre avec donc effectivement la Joconde avec une moustache. Et là, effectivement, au regard de l'œuvre passée, eh bien, l'œuvre de 1965 prend tout son sens. LHOOQ rasé fait évidemment référence à l'œuvre de 1919, et c'est parce qu'on a la notion théorique, la première, qu'on peut comprendre la seconde, LHOOQ rasé. Sinon, évidemment, on ne verrait pas l'intérêt esthétique supplémentaire à une représentation de la Joconde classique. Vous me suivez? Ça paraît logique. Ça, c'est le premier exemple. Donc, les qualités esthétiques de cette œuvre, elles apparaissent parce qu'il y a des notions théoriques préliminaires. D'accord? Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, que j'aime bien, qui est très radical, c'est un dessin de Robert Rauschenberg. Enfin, c'est pas un dessin de Robert Rauschenberg, c'est une œuvre de Robert Rauschenberg, mais c'est un dessin effacé de De Kooning. Robert Rauschenberg, il va acheter un dessin de De Kooning en 1953, un dessin que De Kooning avait fait au crayon, et il va l'effacer à la gomme. D'accord? Quelle est la propriété esthétique de cet objet, nous dit Morisot. Il nous dit, eh bien, effectivement, si on le regarde comme ça, c'est un dessin effacé, il n'a pas de propriété esthétique lui-même, puisque c'est un dessin qui n'est plus là. La propriété esthétique, elle vient d'où? Elle vient de l'acte qui a été fait avant. Si on ne comprend pas qu'il y a eu l'acte d'effacement avant, bon, bah, effectivement, cette œuvre d'art, on va se dire, bon, pas grand-chose à regarder, hein, effectivement, pas beaucoup d'intérêt. Hein. Donc, c'est la notion, ou la notion théorique, ou bien le geste qui est fait avant, qui va donner la valeur esthétique à l'objet. Hein. Donc, c'est la théorie qui va appliquer une valeur esthétique à l'objet, et non pas la matérialité elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, dans le cas du manque, de l'effacement, c'est vraiment crucial. Alors, donc ça c'est la première chose à bien comprendre. Ce n'est pas l'objet qui comporte matériellement des propriétés esthétiques propres, mais c'est la perception que l'on en a prise dans un savoir de théorie artistique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit.
l'approche intellectualisée de l'œuvre d'art, elle a très longtemps été privilégiée. Elle a été magnifiée, et en particulier dans l'enseignement artistique. Je pense notamment à Nelson Goodman. Nelson Goodman, c'est un grand théoricien de l'art américain qui va faire, en 1967, il va démarrer un projet qui s'appelle le projet Zéro, le Zero Project, à la Harvard Graduate School of Education. Et quand il commence en fait ce projet, le projet Zéro, il va essayer de redéterminer les fondements de l'enseignement artistique. Il fait un travail épistémologique considérable. C'est vraiment impressionnant. Et lui, il défend l'idée d'une approche intellectualisée à l'art. Il dit la perception de l'œuvre d'art, elle est forcément intellectuelle. Il a du mal à déterminer vraiment qu'est-ce qui est propre à l'enseignement artistique. Il a du mal à déterminer des choix théoriques dans la matière. Et il va écarter, à son époque, en 67, la voie cognitive, en disant que la voie cognitive, la voie d'approche cognitive à l'œuvre, elle n'est pas propre à l'œuvre d'art, elle peut s'appliquer dans d'autres domaines des sciences humaines, et donc elle n'est pas essentielle à l'apprentissage des arts plastiques. Ça, c'est ce que Nelson Goodman dit en 67. Donc, il est pour une approche intellectuelle, mais il dit la cognition, l'approche cognitive, elle n'est pas propre, finalement, à l'apprentissage des arts, et donc, lui, il va écarter la branche cognitive. Et pourtant, si on revient à notre schéma, on a vu, effectivement, que la théorie influence la perception de l'œuvre. On a compris. Mais en fait, si on regarde bien, l'inverse se révèle également vrai. C'est-à-dire que la matérialité de l'œuvre, elle va influer sur notre savoir théorique. La matérialité de l'œuvre va influer sur notre savoir théorique. John Dewey, c'est un autre grand théoricien de l'art américain, très important également. À la même époque que Goodman, il va dire que l'art est expérience. Alors lui, Dewey, il soutient, à la même époque que Goodman, il dit l'art, c'est une expérience. L'art est expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien que l'expérience visuelle, il dit que bien que l'expérience visuelle, physique, visuelle face à l'œuvre apporte quelque chose de plus que le savoir théorique. Quelque chose de plus, une espèce de connaissance subjective que le savoir théorique ne peut pas transmettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que John Dewey, il soutient que l'expérience physique, la matérialité de l'œuvre, elle apporte une connaissance subjective, en plus que la connaissance théorique. Et pour souligner cette idée, eh bien, en 1977, il va y avoir une expérience qui est, il me semble, assez intéressante. C'est une expérience qu'on appelle l'expérience de Marie. Je vais vous l'expliquer. L'expérience de Marie, proposée par Frank Jackson en 1977. Le but de cette expérience, elle vise à montrer que la matérialité de l'œuvre, la perception physique, elle va apporter quelque chose de plus que la théorie. Elle va apporter quelque chose de plus que la théorie. Frank Jackson, il nous dit, imaginez la situation suivante. Marie, scientifique renommée et spécialisée dans l'optique. Imaginez, c'est une scientifique très renommée dans l'optique. Elle connaît parfaitement toutes les données scientifiques relatives à la connaissance des couleurs. Elle connaît les longueurs d'onde, toutes les connaissances scientifiques relatives à la connaissance des couleurs. Mais Marie, elle a un problème, c'est que Marie, elle voit que en noir et blanc. Elle a un problème de vision, elle voit que en noir et blanc, Marie. D'accord ? Et là, Jackson, il nous dit, imaginez le jour où Marie, elle découvre pour la première fois la couleur rouge. Un jour, paf, il y a un truc qui se passe et elle découvre la couleur rouge. La question qu'il pose, c'est une question théorique, évidemment, c'est une expérience de pensée. Il dit, quand elle découvre pour la première fois la couleur rouge, apprend-elle quelque chose de nouveau dans l'expérimentation physique de la couleur? Et Jackson, il oppose cet argument pour démontrer que l'expérience physique peut apporter de la connaissance subjective relative au vécu. Et c'est une connaissance subjective vécue
qui est différente du savoir théorique, qui apporte quelque chose de plus. Voilà l'argument de Jackson en 1977 pour montrer que l'expérience physique apporte quelque chose de plus que la connaissance théorique. Il y a un autre auteur qui s'appelle Gibson, aussi en 1979, et qui va parler de perception directe. Il va dire la perception directe que l'on a de l'œuvre, la perception, cette capacité de perception directe à traiter de l'information de prime abord, avant toute participation de la conscience, eh bien, ça produit de l'information. Ça produit de l'information vécue. Et donc ça montre que la flèche, elle fonctionne aussi dans l'autre sens. Le vécu, face à l'œuvre, l'expérience vécue, ça apporte de la connaissance subjective qui vient se rajouter à la connaissance théorique. D'accord ? Mais élargissons encore un petit peu, je ne sais pas si j'ai le temps, je fais vite, je ne sais pas si je suis dans les clous, mais je voulais élargir... Allez, encore 7 minutes, ça va, j'ai le temps de continuer. Alors, élargissons encore un tout petit peu le champ de la perception. En fait, face à une œuvre d'art, il n'est pas question que de regard. Il est question de regard, mais il est question de sensorialité au sens large. Quand on est face à une œuvre d'art, c'est en fait la relation, elle draine une voie d'accès cognitive relative aux 5 sens, mais aussi à des fondements cognitivo-sensoriels, c'est-à-dire liés au savoir, à la mémoire, à l'histoire. Donc c'est, en fait, finalement, cette relation, elle va se fonder au plus profond de l'être. Et à titre d'exemple, pour évoquer cette relation profonde, cognitivo-sensorielle, je voulais vous montrer, vous présenter, parce que c'est difficile à voir, une œuvre de Luca Vitone, proposée au public de la 55e Biennale de Venise en 2013. Il s'agissait de l'exposition d'un parfum, suggérant une fragrance d'amiante. Le parfum, qui s'appelait Per l'Eternità, est conçu comme une sculpture invisible. Il est exposé, il est diffusé au sein du pavillon italien, donc à la Biennale d'art contemporain de Venise en 2013. L'œuvre olfactive proposait une expérience sensorielle, engendrant une réaction cognitive de l'ordre du mémoriel, parce que, en fait, cette fragrance d'amiante faisait référence à une espèce de tragédie qui était présente dans la mémoire collective en Italie, celle des conséquences sanitaires dramatiques de l'amiante d'un des principaux fabricants de fibrociment italien qui s'appelait Eternit. Et donc, si vous voulez, cette odeur qui rappelait l'amiante, eh bien, dans la mémoire collective, faisait référence à cet événement du passé collectif de la mémoire italienne, donc de ces conséquences de l'amiante sur la santé des ouvriers d'Eternit. Voilà par exemple une œuvre qui fait appel au cognitif, donc à l'olfactif, au sensoriel, je voulais dire, au sensoriel, à l'olfactif, mais aussi au cognitif, à la mémoire collective. D'accord ? Donc cognitivo-sensoriel, une odeur qui va rappeler donc quelque chose de la mémoire. Donc ce qu'il faut voir là-dedans, c'est quoi ? C'est qu'en fait le rapport à l'art, il a beaucoup évolué. En tout cas, on l'a beaucoup affiné depuis l'époque de Nelson Goodman, depuis les années 60-70. Pour rappeler les mots de Malraux en 1947, André Malraux considérait l'expérience esthétique comme un choc esthétique. Aujourd'hui, on pense, je cite par exemple Schaeffer en 2015, on pense que c'est intrinsèquement une forme d'expérience sensible. Hans Robert Joss, également, dit que l'expérience esthétique de la réception va au-delà des rôles sociaux, au-delà de la techné, de la représentation technique. Elle induit des nuances communicationnelles qui induisent les sciences cognitives. Donc, on est vraiment dans un rapport à l'art qui est à la fois cognitif et sensoriel. Et alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est que l'objet d'art, il n'est même pas forcément requis.
Il n'est même pas forcément requis. Et sur ce plan-là, John Dewey rejoint Nelson Goodman parce qu'ils disent tous les deux que l'expérience esthétique n'est pas propre à l'art. Une expérience ordinaire du quotidien peut se révéler être expérience esthétique. Des fois, vous pouvez être ému je ne sais pas, de la lumière qui passe à travers un feuillage. Et ça peut vous provoquer une expérience esthétique, alors que vous regardez les feuillages d'un arbre. Et à l'inverse, ça arrive bien trop souvent, une œuvre d'art peut ne pas vous provoquer d'expérience esthétique. Nelson Goodman parlait d'une pierre. Lui, dans ses essais, il parlait d'une pierre, et il disait une pierre au bord de la route, c'est une pierre au bord de la route. Mais bon, et une pierre la même pierre, vous la mettez dans un contexte muséal, eh bien, elle peut être perçue autrement. Et c'est lui qui a, pour la première fois, évoqué cette idée, quand est-ce qu'il y a œuvre d'art? C'est-à-dire que ce n'est pas l'objet qui est une œuvre d'art ou pas, c'est quand est-ce qu'on a la perception, une perception esthétique d'un objet. Et cet objet n'est pas forcément une œuvre d'art, cet objet peut être autre chose. Ça, c'est important de le souligner. Voilà. Donc ce constat, il est quand même très important. C'est un constat un petit peu fondamental. Ce n'est pas la nature des choses qui nous entourent qui crée la source de notre expérience esthétique, mais plutôt la mise en relation. On pourrait dire notre communication sensorielle, parfois tacite, qui est le fruit de cette expérience unique. Pour le dire autrement, c'est notre lien, notre rapport au monde qui est engagé à l'objet ou pas. Je voulais vous parler, pour finir, d'un dernier point qui est assez important, qui est l'outil de perception. L'outil de perception, alors les 5 sens, bien sûr, mais moi je vais un petit peu plus, m'intéresser un peu plus à l'œil en particulier. Si on a compris donc que l'expérience esthétique se forge sur le cumul de notions théoriques et d'expériences physiques, eh bien, il faut aussi penser que l'œil est ce dioptre, c'est-à-dire cet outil qui va nous permettre finalement de créer ce lien entre l'intellect et la matérialité de l'œuvre. C'est un outil de passage qui permet la réception. Et à ce titre, il peut être utilisé de différentes façons. L'œil, c'est un organe qui est bien souvent impensé. On a l'habitude de l'utiliser au quotidien d'une manière pratique, de manière informationnelle, pour regarder la couleur du feu piéton, pour regarder où est la sortie dans le parking souterrain. Vous voyez, Donc, l'œil, c'est un outil qu'on utilise d'une manière pratique au quotidien. Et on ne réfléchit pas à son utilisation. Mais en fait, il est possible de l'utiliser comme un outil perceptif, comme un outil de sensation. Je pense, en vous parlant, au terme qu'utilisait déjà Riegel, pour la première fois, repris ensuite par Gilles Deleuze, le terme de vision haptique. Apto, en grec, ça veut dire toucher. Apto, en grec. Alois Riegel, pour la première fois, utilise ce terme haptisch. Il l'utilisait en allemand, ensuite, en grec ancien, qui est devenu, lui, il le traduisait en allemand. Mais la vision haptique, c'est le fait de la capacité transférée à la vue de pouvoir toucher un objet. Et donc, on peut utiliser, voilà une petite photo de Deleuze, avec une photographie, un exemple de photographie haptique, c'est-à-dire que cet outil perceptif, l'œil, on peut l'utiliser avec une capacité de toucher qui peut être transférée comme ça, à la vue. Il existe une fusion également des sens. Les sens ne sont pas enfermés dans une seule fonction, dans une seule voie, et quand on pense à la vision haptique, eh bien, c'est le fait de toucher à travers l'œil. Vous voyez ces photographies de Salem Mostefaoui, Vision haptique, c'est une série qu'il a faite entre 2007 et 2009, où on a des photographies
qui vont stimuler à la fois le regard, mais également, à travers la vue, le toucher. En voici une. En voici une autre, hein, cette façade par exemple, où s'applique complètement cette idée de fusion des sens, hein, de vision haptique touchée par le regard. Donc l'œil, il peut être utilisé de manière pratique, de manière informationnelle, mais en art, il peut être également utilisé comme un organe de sensation et de perception, et également comme un organe de fusion des sens. Et juste pour finir, c'est particulièrement important dans le cadre de la réalité virtuelle, par exemple. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test de porter un casque de réalité virtuelle. Vous êtes en pleine sensation haptique. C'est-à-dire qu'à travers le regard, vous avez l'impression de toucher, vous avez l'impression d'expérimenter à travers le regard. Et donc la fusion des sens à travers le regard, eh bien, elle est de plus en plus exploitée dans les arts plastiques et notamment donc, dans les technologies numériques. Pour conclure, nous pouvons dire que les paramètres du savoir viennent ainsi de différentes sources, on l'a vu, théorie, matière, forme, sens, contexte, mais aussi perception physique. Ces sources sont analysées subjectivement par les sens et par l'esprit. La combinaison de ces dynamiques réajuste ainsi donc nos cadres d'interprétation et affine subjectivement notre réception. Et il se crée en fait en nous eh bien, une résonance, un écho, des rhizomes, pour employer un terme de Gilles Deleuze, qui crée entre l'œuvre et l'apprenant eh bien, un lien propre. Au-delà d'un enseignement, c'est une rencontre esthétique liant apprentissage, expérience et perception qui peut ainsi surgir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Une belle soirée. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons passer à la seconde présentation ce soir par Noam Allon. Je vais juste... C'est pour installer le point. C'est parfait. On peut même déplacer l'ordinateur si besoin. Je profite pendant ce temps d'installation pour présenter Noam Allon. Noam Allon est doctorant contractuel en muséologie à la Sorbonne Nouvelle depuis 2022 et travaille notamment sur la question d'un centre d'art contemporain national peut-il être anti-institutionnel? Quel est le paradoxe justement de cette question de la notion d'institutionnalité et en même temps dans une pratique qui se veut justement aller contre ce principe, notamment travaillant sur le Palais de Tokyo. Il est à côté de cela chargé d'enseignement en licence médiation culturelle et en master aussi musée et nouveaux médias. Il participe au comité de la revue scientifique d'art contemporain Marge aux presses universités de Vincennes et notamment à une activité de commissaire d'exposition indépendant. Voilà, ce qui permet d'étoffer un petit peu son approche du sujet qu'il aborde ce soir, notamment le principe de cet objet laboratoire de recherche et d'enseignement qui est le pavillon entre 2001 et 2015 au Palais de Tokyo. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel et merci beaucoup de manière générale aux organisateurs de la conférence et de ces cycles et aussi pour le campus de Rouen pour l'accueil. Et pour vous, les étudiants et étudiantes, d'être là si tard le soir de mercredi. Ma présentation aujourd'hui entre transmission et réseautage, les ambiguïtés pédagogiques du pavillon, qui était donc une résidence d'artistes émergente au sein du Palais de Tokyo entre 2001 et 2016. Le Palais de Tokyo constitue en effet les cas d'études principales de ma thèse en muséologie à la Sorbonne Nouvelle. Et la question qui m'intéresse principalement, c'est les relations entre les artistes et les institutions. Et du coup, ce que j'essaye d'analyser dans le cadre de ma thèse, c'est quand on a une institution qui est subventionnée à la fois par l'État et par le mécène privé, à quel point ça influence la liberté artistique ou l'expérimentation, si vous voulez, des artistes qui sont accueillis au sein de l'institution. Donc,
pour vous parler ce soir d'une résidence d'artiste, je dois d'abord définir ce que c'est une résidence. Donc je vais aller à un document officiel du ministère de la Culture de 2003 qui nous dit « Idéalement, une résidence artistique est un espace conçu pour accueillir un ou plusieurs artistes afin qu'ils puissent entreprendre un travail de recherche ou de création sans contrainte de résultat. Ce processus est soutenu par la mise à disposition d'un lieu de vie et de création ainsi que de moyens financiers, techniques et humains. » Mais on voit bien dans la réalité, quand on se balade dans le monde de l'art, que cette définition ne s'applique pas vraiment à tous les cas d'études. Et aussi, le terme pédagogie, qui est à cœur de ce cycle d'études, journée d'études, n'y figure pas. Et en fait, 2 ans avant que le ministère de la Culture publie cette définition, il lance une résidence dédiée aux jeunes artistes au sein du Centre d'art Le Palais de Tokyo et il le baptise au nom le pavillon Unité pédagogique. Donc cette résidence constitue aujourd'hui le sujet principal de mon étude. Et l'objectif est d'examiner dans quelle mesure ce programme qui a accueilli 140 artistes quand même entre 2001 et 2016 intégrait une dimension pédagogique en analysant les expériences de résidents et résidentes tout en la comparant à la vision initiale de son directeur Ange Leccia. Alors, Oups, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors, lorsque le ministère de la Culture décide en 1999 de créer un centre d'art dédié à la jeune création au Palais de Tokyo, il y a beaucoup d'artistes qui disent « on veut le gérer ». En fait, c'est un truc qu'on voit rarement dans le secteur de l'art plastique, mais on voit ça très souvent dans le monde de la musique, dans le monde du cinéma, dans les théâtres, les centres chorégraphiques. C'est d'habitude les artistes qui sont à la tête de ces institutions. Mais dans le monde de l'art, non, ce sont des conservateurs. Et donc, en 1999, il y a plusieurs artistes qui disent « on veut diriger le Palais de Tokyo ». Et le délégué des arts plastiques de l'époque, un gars qui bosse pour le ministère de la Culture, dit qu'il va essayer de chercher quand même certains et certaines artistes qui seront capables ou au moins intéressés pour endosser cette mission-là. Et il rencontre dans le cadre de cette recherche Ange Leccia, qui est un artiste vidéaste très connu et important, qui est, en plus de sa carrière artistique, a mené une activité pédagogique au sein de plusieurs écoles de beaux-arts en France. Mais Leccia ne propose pas de diriger le centre d'art, mais il dit « moi je vais établir une résidence annuelle destinée à une dizaine d'artistes issus de disciplines variées ». Son idée est de concevoir une résidence dont le programme se renouvelle chaque année en fonction des intérêts des artistes résidentes. Ayant lui-même été résident dans plusieurs pays, Leccia explique avoir souvent constaté que les résidents-résidentes sont mal accompagnés et peu introduits à la culture ou au contexte du pays d'accueil. Par exemple, il m'a raconté quand il est arrivé au Japon, personne lui a dit où est-ce que c'est le bar le plus stylé pour aller boire des coups avec les autres artistes locaux. Et il a compris ça à la fin de son année de résidence et il était un peu saoulé. Donc il dit, on fait un truc par des artistes pour les artistes, parce qu'on est les meilleurs à comprendre ce dont on a besoin. Mais il dit aussi, je ne veux pas faire ça n'importe où, je veux que ça soit au sein même d'un centre d'art qui fonctionne vraiment, pour que les artistes résidentes auraient l'occasion de découvrir ce qui se passe derrière les coulisses, de voir quelles sont les dynamiques réelles entre l'institution et l'artiste. Donc il s'agit plutôt de jeunes artistes au début de carrière, déjà diplômés des écoles de beaux-arts,
Et il dit qu'il veut faire avec eux pas mal d'échanges. Donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, ces échanges-là. Les délégués des arts plastiques de l'époque disent « Ok, ça me tente très bien ». Il embauche Ange Leccia avant même de nommer les directeurs du Palais de Tokyo. Et le pavillon apparaît en 2001. Et en fait, toute l'idée de Ange Leccia, de ce programme de formation, vient d'un autre programme qui avait lieu au Magasin à Grenoble, un centre d'art très très important, d'intérêt national, comme on dit, ou international, je pense qu'il y a ce label aussi aujourd'hui. Et au sein de ces centres d'art, il y avait une sorte d'école, un programme de formation dédié notamment pour former des jeunes curateurs, curatrices, commissaires d'exposition. Et avec le pavillon, Leccia souhaitait instaurer un espace où des jeunes artistes pourraient entrer en contact avec l'ensemble des intervenants du Palais de Tokyo, que ce soit les critiques, les artistes, les autres créateurs invités à exposer, etc. Tous ces intervenantes seraient automatiquement conviés à travailler avec les résidents à travers de réunions régulières qui pourraient garantir une interactivité constante, une intégration complète de jeunes artistes dans la programmation du palais. Donc, on n'est pas seulement là pour voir ce que les grands artistes font, mais aussi pour être dans le programme. Et Leccia m'a dit que le pavillon était conçu pour démystifier cette idée d'une institution omnipotente et de l'artiste génie. Il m'a dit ce qui m'intéresse, c'est que les artistes résidents voient l'artiste qui est en train d'installer sa propre exposition et qu'il gratte un peu la tête, qu'il dit genre « Ah, là, je sais pas trop » et qu'il voit que cette idée d'un grand héros n'existe pas et qu'en fait, qu'on se baigne dans le même milieu pour mieux comprendre la réalité du métier. Leccia donne l'exemple suivant. C'est comme des jeunes stagiaires du centre de formation de football. Ils côtoient le footballeur professionnel sur le même stade d'entraînement. Il y a une émulation qui se fait. On baigne dans le même milieu. Mais il faut se demander si les jeunes stagiaires pratiquent quotidiennement le football dans le cadre de leur formation, comment les artistes du pavillon vont pratiquer leur métier et à travers quel type d'accompagnement seront-ils formés? Il faut dire à ce stade que Leccia ne souhaite pas positionner toutefois le pavillon comme une alternative aux écoles d'art, mais plutôt comme un complément. Tous les artistes résidents du pavillon seront des jeunes diplômés de ces écoles, ayant pour la plupart déjà acquis une certaine expérience en tant qu'artistes indépendants. Au pavillon, il n'y a pas d'examen qui sanctionne l'année, contrainte de présence, de programme, selon la série d'activités prévues. De même, la traditionnelle exposition de fin d'année n'est pas au programme. L'objectif premier est d'insérer les jeunes artistes dans des vrais projets d'exposition et de les placer dans des débats réels. Par ailleurs, en plus des artistes résidents, chaque année, il y aura un commissaire d'exposition ou critique d'art associé à la promotion, enrichissant ainsi leur pratique à travers des débats intellectuels et philosophiques. Les résidentes seront choisis sur dossier suite à un appel public, puis un entretien devant un jury composé de l'équipe du pavillon, l'équipe du Palais de Tokyo et de représentants du ministère de la Culture. Alors, on a dit résidence faite par des artistes pour les artistes, donc tous les résidents seront boursiers et recevront une allocation de 1 000 € par mois, un atelier logement à la Cité internationale des arts et des enveloppes budgétaires des productions selon leur demande. Donc, il y avait beaucoup de moyens, à peu près 30% du budget du Palais de Tokyo était dédié à cette résidence. Mais il faut se demander de quelle
type exactement de production s'agit-il exactement? L'espace dédié au pavillon au sein du palais de Tokyo, qu'on peut voir là avec cette image extrêmement pixelisée, c'était un plateau de taille moyenne avec quelques ordinateurs à disposition et peu de matériel audiovisuel permettant à créer de films. Le film, c'est parce que Leccia lui-même était un vidéaste. Au milieu de l'espace, une grande table où le résident se réunissait à peu près une fois par semaine pour mener des discussions avec les artistes enseignants qui l'ont suivi au long d'un semestre et des artistes intervenant de manière plus ponctuelle. La situation, en réalité, s'avérait d'être plus fluctuante que structurée définitivement. Les résidents pouvaient proposer également d'autres intervenants qu'ils auraient aimé collectivement inviter. Donc, comme si vous pouvez choisir vos profs. Cet espace servait parfois également comme un lieu de rencontre avec des commissaires d'exposition renommés qui sont venus découvrir le travail de résidents suite à la mise en lien de Leccia. Et ça, ce point de réseautage, on va en parler plus longuement. Alors, au cœur du pavillon se trouvait une vision de partage et d'ouverture, fondée non pas sur une pédagogie stricte, mais sur la mise en relation directe des artistes avec les connaissances de Leccia dans le monde de l'art professionnel. Le projet, initialement désigné comme unité pédagogique, en tout cas c'est ça que le ministère nous a promis, s'est rapidement éloigné de ces concepts. Comme l'explique Leccia, tout simplement, et je cite, « Au pavillon, il n'y a aucune pédagogie. » Fin de citation. Seulement des artistes réunis pour des expériences collectives, souvent en autogestion et agrémentés de voyages aux quatre coins du monde. Comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de budget. Donc, ils sont allés en Corse, ça c'est pas très cher, mais aussi au Japon, au Maroc, le Mexique, l'Argentine, les États-Unis, l'Inde, etc. Ce voyage, qui était facilité par les nombreux partenaires et contacts de Leccia avec des institutions internationales, devait être des opportunités de rencontres et d'échanges pour les artistes résidents et parfois même des occasions d'exposition. Cependant, certains résidents ont reproché à Leccia de profiter de ce déplacement pour réaliser ses propres projets personnels. On a dit résidence faite par des artistes pour des artistes, mais quand on a la personne qui est en tête, qui est aussi un artiste, c'est sûr qu'il va essayer d'en profiter du programme qu'il construit. Leccia admet, je cite, avoir tout le film de tout le voyage et qu'il a présenté certaines de ses œuvres issues de ce séjour, tout en précisant qu'il n'était, je cite, qu'un artiste parmi les autres résidents. Néanmoins, ces rapports inégaux à l'usage de ressources a soulevé des tensions. Des artistes ont évoqué leur frustration face à la monopolisation par Leccia et son équipe du matériel audiovisuel, essentiel pour leur propre création. Là, encore une image extrêmement pixelisée. On le voit sur un bateau sur le Mekong. Et en fait, ils nous disent, certains artistes, que des conflits éclatèrent concernant l'accès aux caméras. Les résidents ayant eu l'impression que Leccia et son équipe accaparent les équipements pour des œuvres personnelles. Ce manque d'accès aux ressources communes a été perçu par certains comme une entrave à la liberté créative qu'offrait théoriquement le pavillon, rendant parfois les promesses d'autonomie et de co-création difficiles à réaliser dans le fait. À la suite de chaque voyage, le résident avait un créneau d'exposition à la programmation officielle au Palais de Tokyo, comme on peut voir dans l'image moins pixelisée, Air Cambodia, la suite de leur voyage au Cambodge, et une autre exposition en fin d'année de résidence, parfois sous le commissariat du penseur associé au groupe. Comme je vous ai dit, il y avait un critique ou commissaire avec eux, et parfois par un commissaire extérieur. Donc, si Leccia nous promet au début une résidence qui n'est pas du tout axée sur la production, finalement, les artistes se retrouvent avec 2 expositions à gérer, à créer chaque année, et aussi un voyage où parfois
2. Bon, on va pas se plaindre, c'est sympa, mais ces expositions manquaient souvent de finition. Comme le souligne Leccia lui-même, les artistes qui étaient en début de carrière n'avaient pas toujours des œuvres matures à montrer. Par exemple, après un séjour d'1 mois et demi au Vietnam, ils revenaient avec des rushs, des images brutes. Je sais pas, ils ont pris leur caméra, ils ont filmé un peu de trucs, et puis ils ont une grande exposition au Palais de Tokyo. Ils doivent présenter quelque chose. Donc on s'étonne 2 semaines après le retour. Donc on s'étonne pas que le résultat n'est pas tout à fait magnifique. En ce qui concerne la production d'œuvres, qu'elles soient destinées aux expositions au palais ou issues de travail personnel des artistes résidents, l'accès aux ateliers techniques de l'institution n'était pas officialisé. Parce que, en fait, la définition même du centre d'art, c'est que c'est un site de production. Donc, très souvent, on voit au sein du bâtiment un atelier de production. Et on pensait que si on invite un groupe de 10 jeunes artistes, qu'ils pourraient aller dans ces ateliers de production pour couper du bois, couper du métal, que sais-je. Mais en fait, ça se passait pas comme ça. Il y avait une sorte de distance entre l'équipe officielle du Palais de Tokyo et les gens de pavillon qui étaient un peu comme dans une cellule. Et ces collaborations, elles ont eu lieu plutôt de manière informelle. Et parfois, ils se sont retrouvés le soir autour d'un verre avec un technicien. Ils lui ont dit « Est-ce que ça te dit de couper mon bout de bois ?» Et sans vraiment le soutien de l'équipe de direction. Le pavillon, en visant à créer un collectif artistique rassemblant l'ensemble des résidents de chaque promotion, dans une vision pédagogique implicite, a suscité des tensions dues à une intention non explicitée dès le départ. En gros, l'équipe de pavillon pensait qu'une dynamique collective doit être un objectif essentiel. Ils ont voulu créer, avec 10 artistes, chacun venant d'une autre discipline, un collectif d'artistes qui signe un ensemble de pièces, qui fait des co-créations. Mais les artistes n'étaient pas au courant. En fait, ils ont fait l'audition, ils sont venus faire devant le jury, ils ont présenté leur travail, ils étaient acceptés, ils étaient très contents, ils avaient 1 000 € par mois, mais ils ne savaient pas du tout qu'ils doivent désormais faire partie d'un collectif dont les autres membres n'ont pas été choisis par eux. C'était un peu une manière artificielle de créer ce collectif, et parfois ça a mené à des situations un peu étranges, comme par exemple dans les cas de ce voyage, Ange Leccia a allumé le feu, il leur a dit maintenant chacun et chacune raconte une histoire importante de sa jeunesse, ou je ne sais pas quoi. Et les résidents ont été plutôt déstabilisés. Ils avaient l'impression qu'ils sont en colonie de vacances et pas dans un véritable programme pédagogique. Et en effet, aussi, pour des artistes émergents investis dans le développement de leur propre pratique, cette injonction à collaborer n'a fait que souligner leur besoin d'indépendance. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on sort de l'école de beaux-arts? On vient de réaliser qui nous sommes, qu'est-ce qu'elle est ma pratique, en quoi je suis différent des autres. Et là, on te dit, au bout de quelques mois, non, maintenant tu oublies ce que tu as à proposer et tu apprends à faire avec les autres. Donc ça a créé énormément de frustration, et c'était assez drôle parce que certains résidents et résidentes m'ont dit que cette frustration a créé une solidarité qui était paradoxalement en opposition à la vision collective de l'équipe du pavillon. Donc, on avait des projets collectifs qui étaient assez superficiels, des expositions plutôt improvisées et mal encadrées, parce que, tout simplement, l'équipe du pavillon n'était pas très claire. Alors, dès ses débuts, le pavillon entretient une relation tendue avec le directeur du Palais de Tokyo. Pourquoi ?
Parce que, tout simplement, Leccia était nommé avant eux. Et aussi, comme je vous ai dit, 30% du budget du Palais de Tokyo va pour cette résidence trop étrange. Alors, ces directeurs, le premier directeur, Nicolas Bourriaud et Jérôme Sens, ils ont ressenti que le pavillon, c'était un peu un projet imposé et indépendant de leur propre vision artistique ou curatoriale. Et ils le percevaient comme une sorte d'élément détaché, voire concurrent, au sein même de l'institution. Ce désaccord s'enracine, selon Ange Leccia, dans des rivalités professionnelles et une divergence fondamentale de vision. Alors que les premiers directeurs privilégient des expositions spectaculaires et instantanément valorisants pour le palais, parce qu'ils doivent attirer du public, Leccia envisageait plutôt un développement à long terme, valorisant l'émergence et la maturation des artistes résidents au-delà de leur séjour. Je vais vous parler d'une exposition très très bizarre, l'exposition Ultrapo, réalisée en 2006 par les résidents du pavillon et financée par la marque cosmétique Nivea, qui est devenue un point de tension révélateur de dynamique entre le palais de Tokyo et le pavillon. Plutôt que de confier cette initiative à des artistes directement invités par la direction du palais, les premiers directeurs ont dit « Bon, on a cette proposition chelou de Nivea, on va le donner à ce groupe d'artistes qu'on comprend dans tous les cas pas ce qu'ils font. » Donc, ils ont utilisé le pavillon comme intermédiaire et la direction du palais de Tokyo s'est ainsi préservée d'une association trop visible avec la marque, parce que le directeur, il ne voulait pas tout simplement appeler à des artistes importants en leur disant « Est-ce que ça vous dit de faire une exposition pour Nivea ?» Donc, c'est le pavillon qui le font. Ange Leccia dit que c'était quand même une expérience intéressante parce qu'ils avaient beaucoup de débats entre eux, c'est quoi les limites de l'art, c'est quoi le capitalisme, etc. Mais il a dit que c'était une catastrophe, et aussi les artistes participants et la presse et tout ce que vous voulez. Donc, le deuxième mandat de direction au Palais de Tokyo, c'était encore pire. Encore un directeur qui ne comprend pas ce que ce truc fait là, c'est quoi cette résidence, pourquoi il mange notre budget en faisant de voyages dans les quatre coins du monde et en revenant au palais avec des expositions pas tout à fait magnifiques. Donc il préfère, lui, prendre cet argent et payer des artistes qui peuvent créer de recettes de billetterie. Mais il y a un truc qui se passe quand même à la période de du deuxième mandat de direction avec Marc-Olivier Valère, c'est que, au moins, ça, on peut dire un truc positif, le pavillon a compris que si on veut faire un projet collectif et encourager des artistes à signer des œuvres ensemble, à faire des créations à plusieurs mains, il faut, dès le début, leur dire et bien vérifier au moment du jury qu'ils seront intéressés, qu'ils ont l'habitude de travailler collectivement. Alors, en effet, pendant cette période-là, les artistes ont rapidement établi des liens d'entraide, ils favorisaient une dynamique collective intense et ils ont fait plusieurs projets communs, ils consolidaient des relations durables pendant plusieurs membres, etc. Et puis, on arrive à la fin avec l'arrivée de Jean Deloisy, le directeur du Palais de Tokyo entre 2011 et 2018. Pardon. Et quand Jean Deloisy arrive à la tête du Palais de Tokyo, on a soi-disant des nouvelles perspectives. Au début, il dit « Oui, je vous intègre dans la programmation, vous allez faire des soirées de performance, etc. etc. » Mais au bout d'un certain moment, il dit « Écoutez, je vais prendre tout votre budget, vous allez qu'à aller en trouver un budget ailleurs. Parce que moi, j'ai plus le moyen et j'ai besoin de cet argent. »
Donc, Ange Leccia est allé voir la banque Neuflize OBC et à partir de ce moment-là, le pavillon est renommé Pavillon Neuflize OBC. Ce partenariat couvre alors environ 70% du financement, le ministère assumant toujours les salaires de l'équipe, tandis que d'autres institutions financent ponctuellement de projets à hauteur de 30 à 50%. Toutefois, Leccia témoigne de la frustration de voir certains fonds levés pour le pavillon redirigés au Palais de Tokyo, empêchant parfois le programme de bénéficier pleinement de ses propres efforts de financement. Jean Deloisy décide d'arrêter le pavillon en 2016 pour plusieurs raisons liées à sa vision institutionnelle et à des contraintes budgétaires. D'une part, selon Ange Leccia, Deloisy privilégie une orientation plus muséale et cherche un mécénat plus solide, notamment auprès de la Fondation Bettencourt, laquelle se concentre sur les métiers d'art. La mise en place de ce partenariat nécessite alors l'espace précédemment occupé par le pavillon, rendant leur coexistence difficile. Et Leccia dit que le pavillon en tant qu'outil de formation et de transmission n'a jamais été totalement compris par les différentes directions qui avaient besoin de résultats rapides et qui peinaient de saisir la valeur d'un programme qui misait sur un développement à long terme de résidents. En conclusion, bien que le pavillon ait souffert d'incohérence dans sa vision pédagogique et des tensions récurrentes avec la direction du Palais de Tokyo, il a offert une plateforme essentielle pour les jeunes artistes français et internationaux au sein d'un centre d'art dédié à la jeune création. Ce programme, piloté par Ange Leccia, a permis à ces artistes de se confronter à la réalité du monde de l'art professionnel, facilitant leur insertion sur la scène artistique grâce au contact de Leccia. Cette démarche, bien que parfois perçue comme un brassage du réseau, a joué quand même un rôle déterminant dans l'évolution de nombreuses carrières. De plus, le budget conséquent du pavillon a permis de soutenir les artistes, favorisant des liens précieux avec des institutions et réseaux à l'international. Bien que la relation avec l'équipe du Palais de Tokyo n'ait jamais fait partie officiellement du programme, plusieurs résidents ont quand même réussi de nouer de relations intersubjectives qui ont contribué à leur trajectoire professionnelle. Malgré ces défis et toutes les critiques que j'ai faites, le pavillon a marqué une époque pour la promotion et l'accompagnement de jeunes talents au cœur d'une institution d'art contemporain dynamique. Sa disparition laisse toutefois un vide regrettable dans le soutien institutionnel à la jeune création en France. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui a l'avantage de mettre en avant les processus de création contemporain et la complexité que cela engendre, et notamment la complexité du rapport au commanditaire notamment aussi. On termine cette dernière session avec l'intervention de Jean-Guillaume Molette-Pelletier, enseignant à l'Institut catholique de Paris en histoire de l'Égypte, équivalent du cours réalisé ici dans votre licence. Jean-Guillaume Molette-Pelletier est docteur en égyptologie de Paris 4, chercheur invité à l'University College à Oxford et aussi à Yale aux États-Unis. Donc je l'ai dit, chargé d'enseignement à l'ICP. Il est spécialiste des dieux égyptiens aux époques anciennes et des proto-panthéons, et notamment aussi des textes cachés. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je vous encourage à voir la vidéo Science versus réalité qui est sur YouTube et dans laquelle il analyse notamment aussi les textes cachés très rapidement d'Obélisque. À voir. Voilà. Bon, ça, je le dis comme une figure très médiatique à noter. Il est aussi ancien membre de la nouvelle mission de fouilles de Tanis, épigraphiste notamment pour la mission au temple de Sétis Ier à Abydos. Et il est aussi et surtout président et fondateur du cercle Pétrarque, qui est un groupe qui promeut l'histoire et l'archéologie des périodes anciennes.
Il va intervenir ce soir sur une exposition dont il a été commissaire, l'Atelier des Lumières, exposition immersive sur l'Égypte pharaonique. Et je lui laisse la parole immédiatement. Eh bien, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier évidemment les Jours de l'Art et le docteur de la Bâtie pour cette invitation, où je vais être cette fois peut-être plus passéiste. Nous allons reculer de à peu près 4000 ans, ça va, 5000 ans. C'est assez rapide. Mais en fait, c'est une manière de concrétiser finalement ce que vous avez vu avec mes collègues juste avant. Beaucoup de théorie, aussi de la pratique. Et là, c'est entièrement de la pratique. Vous allez voir comment on fait ça, notamment en tant qu'égyptologue, dans une exposition immersive pour finalement éveiller les savoirs, enseigner ces mêmes savoirs et surtout les transmettre toutes ces connaissances de l'art pharaonique. Et c'est le cas notamment de l'Atelier des Lumières qui a pu présenter justement depuis janvier 2024 une exposition dont j'ai été le conseiller scientifique, l'Égypte des pharaons, depuis 2024. Vous allez voir, c'est assez fascinant puisque finalement c'est une collaboration entre l'Atelier des Lumières, un égyptologue, moi, et surtout Ubisoft, notamment avec le jeu vidéo Assassin's Creed Origins. Excusez-moi. Oui. En fait, tout d'abord, comment éveiller le public au texte pharaonique? C'était vraiment la volonté de la directrice artistique Virginie Martin de pouvoir justement présenter quelque chose lié à l'histoire, quelque chose lié à quelque chose en fait d'abstrait. C'est la religion égyptienne qui est extrêmement complexe, et notamment les textes pharaoniques, la religion pharaonique, qui est loin d'être facile à comprendre. Donc ça a été vraiment une difficulté de pouvoir transmettre et éveiller le public à ces textes anciens. Et finalement, à partir évidemment de la première cosmogonie, c'est-à-dire l'éveil du monde, finalement la directrice artistique et moi-même avons choisi de mettre en place la cosmogonie memphite, c'est-à-dire la création du monde la plus ancienne perçue dans l'Égypte ancienne, pour savoir en fait finalement comment eux-mêmes, les Égyptiens anciens, voyaient la création de l'univers. Et d'une certaine manière, comment vous, en tant que spectateur, vous êtes dans la peau d'un dieu et finalement vous arrivez à voir vous-même, à être acteur de cette création du monde, de cette cosmogonie. Nous avons choisi en fait la cosmogonie memphite, qui est peut-être la plus ancienne, comme je disais, mais surtout la plus connue, puisque c'est elle qui met en place l'éveil du monde à partir des eaux du Noun, des eaux primordiales, avec justement, comme représenté ici dans l'exposition, l'éveil au-dessus de la butte primordiale du soleil, le dieu Ré, qui est aussi la combinaison des dieux Chou et Tefnut. Pour ça, c'est pour les spécialistes de la religion pharaonique, mes étudiants à l'ICP. Et donc, finalement, avec cette cosmogonie que l'exposition veut mettre en avant pour finalement que le spectateur devienne non seulement acteur, mais aussi, finalement, chercheur. Et justement, à partir de la cosmogonie ici présentée, le choix a été mis sur l'accent en fait concernant les différentes divinités qui composent l'Énéade, c'est-à-dire les principaux dieux de l'Égypte pharaonique qui descendent de ce qu'on appelle le dieu Atum, le dieu Atum-Ré, le démiurge comme on dit entre nous. Et finalement, l'Atelier des Lumières a voulu immerger dans la pensée pharaonique, dans la pensée égyptienne plurimillénaire, une vision peut-être très contemporaine, comme vous le voyez ici dans l'Atelier des Lumières, mais qui permet aussi de comprendre ce qu'eux-mêmes vivaient ou ressentaient il y a plus de 4000 ans. 4300 ans, on n'est pas à quelques siècles près, c'est l'avantage de l'histoire ancienne. Et ce qui est intéressant ensuite avec l'Atelier des Lumières, c'est qu'ils ont voulu mettre en avant cette cosmogonie, cette Énéade, c'est-à-dire cette réduction des tout premiers dieux, qui en fait apparaissent notamment dans ce qu'on appelle le temple de Cléopâtre VII à Dendera, le temple d'Hathor de Dendera. Vous connaissez peut-être Cléopâtre, qui est peut-être une reine très peu connue. Cléopâtre, Marc-Antoine, personne ne la connaît, évidemment. Donc voilà, donc cette reine peu connue a finalisé un temple absolument somptueux qui est celui de d'Hathor de Dendera, avec justement cette Énéade que vous avez là, ces 9 divinités qui sont perceptibles directement en Égypte pour les visiteurs, mais pour vous, en tant que personne qui vivait en France ou ailleurs, qui n'avait pas l'occasion, par exemple, de pouvoir assister de pouvoir visiter en fait ces sanctuaires, l'atelier on a fait finalement dans son exposition l'un de ses chefs-d'œuvre présenté, son cheval de bataille présenté au sein de l'exposition. L'Énéade est excessivement bien mise en avant. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette exposition, il y a aussi quelque chose de particulier. C'est pour que cette exposition soit immersive, il y a aussi l'aspect sensoriel, comme disait ma collègue Daphné, où finalement l'aspect sensoriel, l'ouïe, a été mis en avant avec justement le choix de certaines musiques.
Alors, le choix est plus contemporain, cette fois-ci, très peu de musique antique, voire aucune. Elles sont surtout inspirées de certains films comme La Momie, que certains connaissent, hein. J'ai adoré personnellement, surtout qu'ils parlent égyptien ancien, c'est fabuleux. Bref, ou alors Stargate ou autre. Bref, certaines musiques qui finalement collaient parfaitement avec justement les représentations pharaoniques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'art pharaonique, finalement, a cet objectif d'immersion. Il ne faut pas oublier aussi que depuis 2019, nous avons découvert des tombes avec une réalité virtuelle olfactive, réalité virtuelle sensorielle, qui a été retrouvée en 2019 par pur hasard, notamment dans la vallée thébaine, dans une des tombes du Nouvel Empire. Et alors, ce qui est intéressant et peut-être le plus effrayant dans l'exposition, ce qui permet aussi de comprendre comment eux-mêmes voyaient la peur, un sentiment qui finalement est très difficilement exprimable à travers l'art. Et finalement, l'Atelier des Lumières a utilisé l'image du serpent des ténèbres, le dieu Apophis, cet immense serpent du néant qui est combattu chaque jour par le dieu Ré et toute son équipe, notamment par le dieu Seth, qui permet surtout de détruire par sa lance le serpent Apophis. Et dans l'exposition à l'Atelier des Lumières, on a voulu immerger dans cette pensée, dans cette frayeur du serpent géant, en mettant en action le serpent Apophis qui remplit l'univers avec pour seul objectif, le seul objectif d'Apophis, c'est de ramener tout dans les eaux du Noun, c'est en fait de ramener tout dans les ténèbres. Et ça, c'est intéressant parce que justement, on éveille par cette immersion visuelle mais aussi sonore, le public en tant que représentant finalement, en tant que témoin ou finalement Dieu vivant qui assiste à l'évolution de la civilisation mais aussi à sa pérennité. Vous allez voir en fait qu'au-delà de cet éveil, nous arrivons en fait à enseigner. Et c'est ça qui est intéressant dans cette deuxième partie, c'est que l'enseignement fourni justement par l'immersion virtuelle, l'immersion artistique, permet aussi de mieux comprendre qui étaient les dieux, comment étaient perçus les dieux dans l'Égypte pharaonique, comment étaient perçus les rois et aussi comment étaient perçus les hommes. Alors évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de ce couple amarnien que représentent Akhenaton et Néfertiti. Quand je dis Akhenaton, ce n'est pas le chanteur, mais Néfertiti, la belle des belles, comme elle s'appelait elle-même, la belle des belles d'Aton, Néferuaton. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans l'Atelier des Lumières, avec cette exposition immersive, on se rend compte à quel point les rois étaient perçus comme des êtres inatteignables, des êtres immenses, solarisés d'une certaine manière. Alors là, j'ai pris le couple solaire par excellence, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, les rois sont en fait des dieux, des descendants d'Horus. Ils s'appelaient eux-mêmes les suivants d'Horus. Et ce qui est intéressant, c'est que par cette appellation, on comprend aussi quelque chose. On comprend aussi que la composition de la chair des uns et des autres s'apparente tout simplement à celle des dieux. Nous avons en fait des monuments pharaoniques qui expliquent de quoi sont composés les dieux. Cette stèle que j'affectionne particulièrement puisqu'elle liste exactement tous les éléments qui composent les dieux. La chair est en or, les cheveux en lapis-lazuli, la barbe en lapis-lazuli, vous avez l'œil en cornaline. Bref, énormément d'éléments qui permettent de dire, tiens, en fait, les dieux sont des éléments minéraux et métalliques. Et donc à partir de là, et surtout, c'est l'or qui est mis en avant. Et cet aspect de l'or en tant qu'élément divin, composant de la chair divine, a été particulièrement mis en avant par la directrice artistique Virginie Martin dans l'exposition avec justement ceci. Alors vous avez évidemment la représentation de ce magnifique pectoral en or provenant de la tombe de Raïmoisset, le prince archéologue, fils de Ramsès II, souverain du Nouvel Empire. Mais ce qui est surtout passionnant et intéressant, c'est que dans l'exposition, au moment où l'or commence à apparaître, en fait, on voit ces écoulements que vous voyez notamment sur les murs et sur le sol, des écoulements d'or liquide. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, l'or liquide, l'or, c'est la chair des dieux. Finalement, par cet aspect coulant un peu magmatique, on arrive à une vision assez intéressante, à une vision qui permet de concrétiser ce que les Égyptiens eux-mêmes voyaient. Les dieux sont composés d'un métal assez inaltérable, l'or, en plus scintillant, qui rappelle finalement l'aspect solaire. Et à partir de là, dans l'exposition immersive de l'Atelier des Lumières, en plus en jouant sur certaines musiques d'artistes contemporains, on a encore plus cet aspect plus proche, plus physique, plus sensoriel. On a vraiment l'impression de pouvoir toucher cet or, de pouvoir finalement toucher les dieux. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans l'exposition, pour pouvoir créer, en fait, au-delà de cet aspect tactile, nous avons
haptique, ou comme tu disais justement Daphné, ce qui est fascinant comme terme, nous avons en fait quelque chose d'assez particulier, c'est que nous avons aussi à l'Atelier des Lumières, par cette immersion, la volonté de recréer des sentiments. Il y a notamment le sentiment, le passage des pleureuses, qui est quand même très singulier, où finalement vous voyez dans toutes ces tombes ces représentations de femmes qui pleurent leurs défunts. Et à partir de là, dans l'exposition, les femmes sont représentées par les peintures directement d'origine pharaonique, mais en plus, l'écoulement des larmes coule en fait tout simplement le long des murs et sur tout le sol. Plus la musique qui finalement vous attriste d'une certaine manière, en fait, vous arrivez à ressentir des émotions vieilles de 4200 ans. Et ça, c'est assez particulier. Finalement, en fait, de cet aspect très immersif, le fait de cet éveil, réveil et transmission du savoir, on a un côté très cyclique, un côté très ouroboros que affectionnaient particulièrement les Égyptiens. Le temps pour eux était à la fois circulaire et à la fois linéaire. Et ce qui se passe, c'est que dans cette exposition, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que nous avons la possibilité de pouvoir ressentir ces émotions, de pouvoir voir les choses qu'eux-mêmes percevaient à leur époque, potentiellement toujours. Nous ne sommes pas les témoins actuels, nous avons qu'une vision qui est quand même très tronquée, très faussée, mais qui malgré tout tente, c'est le rôle de l'historien, de se rapprocher d'une forme de vérité, dans ce cas-là historique. Et pour cet aspect, vraiment, pour pouvoir se rapprocher de cette vérité historique, pour pouvoir même travailler, comprendre comment fonctionnaient les anciens Égyptiens, l'exposition a fait appel aux jeux vidéo à Ubisoft, avec son jeu vidéo que peut-être certains connaissent. Oui, non, parfait. Qui est Assassin's Creed Origins, qui est sorti en 2017, conçu par Ubisoft, et qui met en avant les assassins de la célèbre franchise Assassin's Creed en Égypte, sous le règne de Cléopâtre VII, pour essayer de retrouver en fait des artefacts issous, peu importe, des artefacts des mondes anciens, mais qui permettent aussi de fonder, si vous voulez, la communauté des assassins. Dans le cas en fait de cette application au niveau de l'Atelier des Lumières, ce qui est intéressant, c'est que là, on arrive au-delà de cet éveil et de cette présentation, nous arrivons en fait tout doucement à ce qu'on appelle la transmission. Transmission sensorielle, transmission des connaissances, mais cette fois aussi transmission visuelle, qui permet cette fois davantage une immersion complète et virtuelle, comme disait justement ma collègue, comme un casque de réalité virtuelle, si vous voulez, où finalement, dans le cas d'Assassin's Creed, appliqué dans l'exposition, on a en fait notamment la représentation du Sphinx. Le Sphinx que vous connaissez peut-être, il n'y en a pas 10 000, rassurez-vous, des très grands, il n'y en a qu'un. Le Sphinx de Gizeh qui représente le pharaon Khéops et qui est un Sphinx conçu à la 4e dynastie, donc aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ, et qui représente en fait un pharaon encore de lion, qui est en fait une cryptographie qui signifie tout simplement que le pharaon est surpuissant. Bref, c'était ma petite parenthèse cryptographique. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette vision que vous avez là, elle est passionnante, elle est là en fait très concrète, mais comment eux-mêmes voyaient ça, voyaient ces monuments dans l'Antiquité? Et grâce finalement au jeu vidéo Assassin's Creed, qui a travaillé en fait avec énormément d'égyptologues, ça a permis en fait d'apporter une reconstitution qui permet, vous, en tant que joueur, déjà dans le jeu, de pouvoir voir une Égypte un peu idéalisée malgré tout, un peu faussée, mais au plus proche d'une forme de réalité, qui est celle en fait du règne de Ptolémée XIII et de la reine Cléopâtre VII, c'est-à-dire aux alentours de -52, -55. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez la différence entre les deux. Finalement, vous arrivez à une sorte de réalité virtuelle. Vous arrivez en fait à une forme de vision qui était potentiellement celle que les Égyptiens voyaient à cette époque. Bon, entre nous, malheureusement non. Il y a certains éléments de peinture, et notamment le nez qui est encore présent, qui malheureusement a été détruit dès l'Antiquité, puisqu'il a été retiré à la mort du règne de Khéops. Vous connaissez toute cette histoire du nez disparu du Sphinx. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, ils ont reconstitué une image un peu rêvée, avec justement aussi quelque chose de particulier. Vous avez tout autour ce qu'on appelle le némès, la coiffe du pharaon Khéops, qui représente les rayons du soleil par l'or sur un fond de ciel bleu, mais qui en fait représente tout simplement un cobra qui est en train d'attaquer et qui se déploie pour cracher son venin. C'est très connu.
Mais ce qui est intéressant aussi avec l'exposition de l'Atelier des Lumières, c'est qu'à nouveau, nous avons en fait certaines choses qui ne sont plus accessibles, qui ne sont plus visibles. Et pour essayer de reconstituer, pour essayer de comprendre comment les Égyptiens voyaient ces lieux, comment voyaient-ils la religion au-delà de l'aspect divinité, il fallait aussi voir l'aspect temple, l'aspect foi. Du coup, et en fait, ils ont choisi finalement cet exemple du temple de Karnak. Alors, vous voyez le temple de Karnak qui est quand même passablement délabré, hein. Le toit a quasiment disparu, mais les vestiges sont absolument somptueux pour ceux qui ont pu aller le voir en vrai. Et la force en fait du jeu vidéo, et notamment grâce au DLC, c'est-à-dire au contenu téléchargeable The Curse of Pharaohs, en fait, cette fois, on peut accéder au temple de Karnak à l'intérieur, qui permet tout simplement de voir, d'avoir une vision de ces temples, comment ils étaient à l'époque, comment cela fonctionnait. Actuellement, vous n'avez pas de flambeau hein, pour arriver jusqu'au Saint des Saints, pour arriver jusqu'à la statue du dieu Amon, ce qui est parfois regrettable, hein, mais bon, c'est dommage. Hein. Nous travaillons pour les dieux hein, en tant qu'égyptologue, c'est normal. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, grâce avec l'association Assassin's Creed et Ubisoft et l'Atelier des Lumières, donc Culture Espace, on peut, vous en tant que visiteur, vous arriver à rentrer directement sans avoir besoin d'un casque de réalité virtuelle. Vous arrivez directement, vous déambulez vous-même à l'intérieur du sanctuaire, c'est-à-dire à l'intérieur des salles sacrées. Vous savez que pour les temples égyptiens, plus vous rentrez dans le sanctuaire, plus ça devient étroit, plus ça devient confiné, jusqu'à arriver au Naos où se trouve la statue du dieu, c'est-à-dire là où le dieu réside. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que la statue qui se trouve au fond est faite en or. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, comme vous l'avez vu, de la chair des dieux. Et ce qui est intéressant, c'est que cet aspect qui est vraiment combiné entre la réalité virtuelle, le jeu vidéo et l'exposition immersive, en fait, finalement, vous, en tant que spectateur, nous, en tant que scientifiques aussi, ça nous permet de concrétiser énormément d'informations, de se dire, ben tiens, en fait, le temps d'arriver, par exemple, quelque chose de très bête, l'idée d'arriver de l'entrée du sanctuaire pour accomplir tel ou tel rituel jusqu'au Naos, où réside le dieu, en fait, on met tant de temps. Ça paraît un peu idiot, mais c'est un peu comme ça, excusez-moi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, grâce à ça, on a aussi de nouvelles informations scientifiques. Et ça, c'est fascinant. Enfin, dernière chose, et après je terminerai quasiment là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exposition immersive permet aussi de présenter certains chefs-d'œuvre et de comprendre comment ils fonctionnaient. Dans le cas, en fait, de ce magnifique masque en or et en lapis-lazuli de Toutankhamon, hein, vous connaissez peut-être Toutankhamon. C'est un petit roi qui n'a rien laissé dans l'histoire, mis à part son trésor fabuleux, hein, découvert il y a à peu près 100 ans. Et finalement, on a en fait ce masque funéraire somptueux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu vidéo Assassin's Creed, vous avez en fait Toutankhamon qui lui-même porte ce masque. Vous allez me dire, ok, ce qui est génial, parce que du coup, dans l'exposition, on le voit aussi dans le jeu vidéo. Dans la réalité, on ne peut pas porter ce masque, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas respirer dedans. Bref, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu vidéo Assassin's Creed Origins, appliqué justement à l'exposition de l'Atelier des Lumières, ce masque, et notamment l'activation de Toutankhamon portant ce masque, apparaît tout simplement dans ce contenu téléchargeable qui permet d'accéder dans l'au-delà, l'inframonde pharaonique. D'une certaine manière, et ça c'est fabuleux même pour nous en tant qu'égyptologues, grâce à ces immersions, grâce à ces transmissions par la réalité virtuelle ou par le jeu vidéo, les expositions immersives, en fait on peut mieux comprendre notamment l'au-delà. On peut mieux percevoir comment eux-mêmes imaginaient le paradis égyptien ou l'enfer égyptien. Pour conclure, ce qui est intéressant, c'est que par cette transmission, par cet éveil, on a justement l'exposition de l'Atelier des Lumières, Culture Espace, associée justement à Ubisoft, a permis finalement de transmettre, d'éveiller, de réveiller aussi certaines connaissances, mais surtout de transmettre par l'immersion totale. En fait, le spectateur est tout simplement non pas un spectateur, mais un dieu qui est là, qui est présent, qui observe l'évolution depuis la création du monde, depuis la cosmogonie pharaonique, pour voir en fait comment la civilisation égyptienne évolue tout doucement, avec ses émotions, avec ses trésors, avec justement ses pleurs, ses larmes, mais aussi sa joie pour certains moments. Et ce qui finalement, n'oublions pas une chose, hein, c'est que pour les Égyptiens, comme pour à peu près beaucoup de civilisations et de religions, le temps n'est pas illimité, le temps n'est pas infini.
Et à la fin, ce qui se passe, et ça c'est intéressant, dans l'exposition elle-même, ils ont marqué la fin du temps avec justement ce retour dans le Noon, dans l'océan primordial, puisqu'à la fin des temps, un peu comme le Ragnarök chez nos amis nordiques, en fait, tout retournera dans le Noon, finalement, Apophis gagnera. Et ce qui se passe, c'est qu'en utilisant les images de Franck Gaudio, donc l'archéologue sous-marin spécialiste de la cité de Tony Serraclione au large du delta, donc la cité sous-marine, en fait, l'immersion est allée encore plus loin, puisqu'on retrouve, en fait, grâce à l'exposition, un semblant de réalisme, un semblant de réalité, puisqu'on retrouve, en fait, l'époque contemporaine. On devient cette fois non plus un dieu, on devient en fait un archéologue, un égyptologue, un plongeur sous-marin. Et ça, c'est intéressant parce que par ces nouveaux process d'immersion virtuelle et notamment par les expositions immersives, on peut maintenant faire présenter quelque chose, transmettre, puisque n'oubliez pas, hein, ce que vous apprenez en histoire de l'art et en histoire de manière générale, c'est tout simplement aussi à vocation d'être transmis aux futures générations. Et pour cela, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Guillaume. Avec plaisir. Nous arrivons à la fin des 3 interventions et au moment où les questions peuvent être posées. Est-ce que dans la salle, quelques questions émergent? Des doutes? J'ouvre peut-être le bal, j'avais une première question. C'est-à-dire que là, tu nous as décrit finalement tout le processus de manière très intéressante. Est-ce que les spectateurs, quand ils sont là, ils n'ont simplement que l'expérience sensorielle et il leur manque peut-être justement l'expérience cognitive que tu t'es chargé de faire aujourd'hui, là, maintenant? Mais c'est ça, oui. En fait, dans ces expositions, il y a ce qu'on appelle, on a créé notamment dans le cadre de l'Atelier des Lumières, des catalogues téléchargeables qui permettent pour ceux qui, une fois après cette immersion, pour ceux qui veulent en connaître davantage quels sont les objets présentés, ils ont un QR code qui est placé à l'entrée et qui permet de télécharger gratuitement le catalogue muséal en fait, de l'exposition. Ce qui permet en fait, au-delà de cette expérience immersive, de pouvoir mieux comprendre, s'intéresser, analyser davantage ces objets pour pouvoir les remployer, pour pouvoir finalement mieux comprendre à quoi ils ressemblaient, leur taille, les métaux ou les minéraux dont ils sont composés. D'accord. Non, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'on oui. a l'impression que finalement ils sont quand même un petit peu lâchés face à une expérience purement sensorielle où parfois on c'est pas un musée en fait. Oui, contrairement à une exposition, ce n'est pas une exposition musée, c'est une exposition immersive. Donc elle joue surtout sur le côté, en fait c'est comme si vous visitiez certaines galeries de peinture, vous y allez d'abord pour voir l'affect, pour ressentir telle ou telle chose. Et l'objectif d'ailleurs des anciens Égyptiens, lorsqu'ils peignent leurs tombes ou lorsqu'ils font de magnifiques bijoux, c'est pas pour se dire bah tiens ça a été fait en l'an 2 de tel règne, on s'en fout. Le truc important c'est de se dire qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça fait ressentir. Et notamment par le port de certains bijoux ou par la vision de certaines tombes, ça permet en fait de créer une sorte de réalité virtuelle, notamment dans les tombes de particuliers, une réalité virtuelle qui est issue tout simplement de la peinture, mais aussi récemment depuis la découverte de 2019 par l'odorat, et enfin, depuis peu, et ça c'est une publication qui est en cours et qui va sortir l'année prochaine, avec aussi une immersion cette fois sonore, notamment dans les tombes de mer, les tombes de l'Ancien Empire. Finalement, sans électricité, contrairement à ce que certains pourraient proposer, et ils arrivaient à créer des mondes virtuels sans avoir besoin de casques de réalité virtuelle et donc sans avoir besoin d'électricité. Oui, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites sur le côté des œuvres prématurées. Et en fait, si on regarde la dernière présentation d'aujourd'hui, c'est peut-être on a le pavillon d'un côté et l'atelier de lumière à l'autre côté. On a l'œuvre qui est en train de se créer, une sorte de dialogue intra-artistique, intellectuel, une sorte de recherche profonde entre l'artiste et ses collègues dans son atelier, dans son studio, à poser des questions. Et on a le besoin de l'institution à délivrer quelque chose avec un effet wow, spectaculaire, qui peut attirer beaucoup de visiteurs et visiteuses. Et du coup, c'est pour ça que le Palais de Tokyo était dans un certain conflit,
parce que les directeurs avaient besoin des expositions qui attirent du monde pour créer de recettes, mais les artistes du pavillon, ça ne parfois le convenait pas. Après, sur votre question autour de la deadline, en tant que chercheur et commissaire, je trouve que la deadline, c'est un peu le moment magique où tu ne croyais pas du tout que tu vas le faire et tu fais quelque chose finalement. Mais ça dépend, en fait, j'ai parlé avec autour d'une dizaine d'artistes qui étaient résidents et résidentes au pavillon, et ça dépendait vachement de la promotion, parce que celles et ceux qui n'étaient pas trop dans une ambiance on fait des choses ensemble, on fait des choses de manière collective, ont beaucoup souffert, et les autres ont dit que c'était plutôt bien quand ils ont réussi à travailler en tant que groupe et de mettre leur ego de côté. Après, il y a aussi la question de l'exposition collective, parce que la plupart des artistes vont te dire dès que j'ai un solo show, je suis engagé à 200%. Dès que j'ai un petit coin dans une grande salle avec d'autres artistes que j'aime pas du tout leur travail, je vais peut-être un peu moins faire des efforts, même si c'est le Palais de Tokyo. Donc j'ai eu plusieurs retours de la part des artistes qui me disaient: j'ai essayé de briller, mais comme chacun a essayé de briller de son côté et se distinguer des autres pour être celui qu'on va mettre dans la presse, etc., ça a créé une sorte de cacophonie, quoi. Donc, il faut bien observer. Et puis, ils avaient une grande charge quand même. Entre les 2 voyages chaque année et les 2 expositions, ça laisse pas, parfois, on le connaît bien du monde de la recherche, quand on travaille sur 5 publications, 5 cours et 5 conférences à la fois, c'est sûr que ça va pas être les conférences, publications meilleures, quoi. Mais quand on donne le temps pour le chose, comme dans le potager, finalement, on a des très grands courges. Merci. Merci beaucoup. Toujours pas de questions ou pas de questions en ligne. J'avais peut-être une petite question pour Daphné Guez. On parlait de l'œil comme outil principal et tout ça. Est-ce que, ce qui est assez intéressant par rapport à peut-être d'autres sens qu'on explore peut-être un peu moins dans l'exposition, est-ce qu'il n'y a pas peut-être justement un problème d'usure de notre œil? C'est-à-dire qu'on voit tellement de choses, on est tellement sollicité qu'on perd peut-être le côté un peu sensationnel quand on arrive dans une exposition ou face à l'art contemporain, par exemple, une usure de l'œil. Oui, alors, donc il faut. Non, on est obligé de. Dans le micro là. Alors, hop, ce micro là. Il faut malheureusement. Malheureusement, faut que tu t'approches. Voilà, je me déplace. Bon. Oui, bien sûr. Voilà, je vais parler dans ce micro-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, il y a, comme tu dis, une usure, effectivement, de l'œil et plusieurs, en fait, chercheurs qui vont émettre des hypothèses d'essayer de trouver de nouvelles fonctions à l'œil et donc de ne pas utiliser simplement, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas utiliser cet organe comme un impensé, mais d'aller chercher vraiment sa fonction. Et en réalité, dans le quotidien, c'est vraiment l'organe informationnel, pratique, et lui trouver de nouvelles fonctions. Et effectivement, soit essayer de chercher de ce côté-là, donc essayer de creuser du côté de la perception, de la sensation, de l'émotion à travers l'œil, soit essayer de chercher du côté de la fusion des sens, et là on rejoint un petit peu Riegel, Deleuze, etc., la vision haptique, etc., donc essayer de lui redonner en fait un peu plus de strates dimensionnelles et voir une espèce de fusion des sens. Donc voilà un peu les 2 chemins finalement à explorer dans l'enrichissement et la conscientisation en fait de la vue, si on parle vraiment de la vue. Mais autrement, effectivement, c'est ce qu'on disait aussi sur l'atelier des Lumières, c'est-à-dire c'est vraiment cette idée de renouveler le rapport à l'art par les sens et de proposer de nouvelles voies d'accès
par les sens, par les sciences cognitives, etc. C'est vraiment une voie qu'il faut explorer, je pense, dans la scénographie et dans le monde muséal au sein des expositions. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que j'étais particulièrement intéressée également par la dernière intervention. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ? Si tout est bon, merci beaucoup pour votre présence en salle et en distanciel. Merci aux 3 intervenants d'être venus jusqu'ici et de participer justement à l'émulation entre nos 2 campus dans nos licences et nos étudiants qui sont étudiants d'une seule et même licence Histoire de l'Art, même si on est sur 2 campus. Nous nous retrouvons le 5 février pour la prochaine séance des Jours de l'Art. Le 5 février avec une séance sur le support et transmission. On travaillera justement sur les différents, l'usage des différents types de supports dans l'enseignement, notamment par exemple la vidéo, le cinéma ou certains types de bibliographies spécifiques. Nous verrons cela le 5 février. Voilà. Bonne soirée à vous et à bientôt. Au revoir.